Pendant que les Britanniques construisaient secrètement des chars pour briser l'impasse de la guerre des tranchées, les Allemands ont pris une voie bien plus radicale, créant une nouvelle race de soldats dont les exploits allaient hanter tous ceux qui en entendraient parler. Cependant, vous allez voir comment ils sont devenus les victimes de leur propre succès. Envoyés dans des missions toujours plus dangereuses, jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus personne pour y aller. Voici l'histoire des Stormtroopers. La Première Guerre mondiale n'était pas censée ressembler à ça. Quand l'Europe est partie en guerre à l'été 1914, les généraux de tous les côtés imaginaient une guerre de manœuvres rapides et de batailles décisives, décidées par la cavalerie et les charges à la baïonnette. Mais en quelques mois, ils ont réalisé à quel point ils avaient tort. La mitrailleuse, l'artillerie à tir rapide et les barbelés ont fait que offensive après offensive s'enlisaient dans des mers de boue et de cadavres enchevêtrés. Le front de l'Ouest s'est rapidement formé, s'étendant de la mer du Nord à la frontière suisse et s'est figé en une ligne de tranchées qui ne bougerait pas pendant des années. Fin 1914, la guerre s'était transformée en une équation brutale d'attrition. Les deux camps essayaient désespérément la même formule, des jours, voire des semaines, de bombardements d'artillerie massifs pour soi-disant ramollir l'ennemi, suivis de vagues d'infanterie avançant épaule contre épaule à travers le No Man's Land. En théorie, les obus devaient détruire les barbelés et tuer ou démoraliser les défenseurs. En réalité, les défenseurs se mettaient à couvert dans des abris profonds et émergeaient dès que le barrage se levait. Les attaquants, maintenant silhouettés contre le terrain découvert, étaient fauchés par les tirs de mitrailleuses encore et encore. Même quand un assaut parvenait à capturer une ligne de tranchée, les unités attaquantes survivantes étaient trop malmenées pour la tenir longtemps. L'ennemi contre-attaquait en quelques heures, les chassant à nouveau. Et ainsi, des dizaines de milliers mouraient pour des gains mesurés en mètres qui pouvaient disparaître dès le lendemain matin. Il n'a pas fallu longtemps pour que toutes les grandes armées commencent à chercher des alternatives. Et l'idée s'est répandue sur le front que de petits groupes spécialement entraînés pouvaient attaquer les tranchées ennemies avec moins de pertes. Ces groupes de raids de tranchées profitaient de l'obscurité ou du brouillard pour se glisser à travers le No Man's Land afin de harceler ou capturer des troupes ennemies, rassembler des renseignements ou détruire des fortifications. Les Britanniques, les Français et les Italiens ont tous développé leur propre version. Mais ce sont les Allemands qui allaient pousser le concept plus loin que quiconque. Ils ont appris rapidement que la vitesse, la surprise et l'impitoyabilité étaient la clé d'une mission réussie. Bien que ce n'était rien de sûr comme travail, et vous allez maintenant comprendre pourquoi. Les Allemands ont commencé à créer des troupes spécialisées, signifiant littéralement « troupes de choc ». Mais les Britanniques ont commencé à les appeler « Stormtroopers ». Et le nom était resté. Au début, c'était de petites équipes de soldats d'élite choisis pour leur bravoure, leur forme physique et leur agressivité. Ils avançaient en formation lâche et dispersée plutôt qu'en rang épaule contre épaule, ce qui en faisait des cibles plus difficiles pour les tirs ennemis et leur permettait de s'infiltrer à travers les brèches de la ligne, évitant les points forts et frappant plutôt les sections plus faibles et plus vulnérables du front. En mars 1915, le haut commandement allemand a expérimenté cette idée à plus grande échelle en formant le détachement d'assaut de Callot. C'était une unité expérimentale de pionniers équipés d'équipements inhabituels comme des boucliers pare-balles et des gilets pare-balles destinés à protéger les hommes des tirs de fusil et de mitrailleuses pendant leur avancée. Le concept semblait bon sur le papier, mais avant même que l'unité puisse tester cette idée, elle a été jetée en renfort d'urgence lors d'un assaut allié majeur, au cours duquel la moitié du détachement a été tuée. Mais l'idée n'est pas morte. Bien que seul le casque en acier Stahlhelm nouvellement introduit survivrait pour un usage futur, tandis que le gilet pare-balles a été abandonné. Le commandement de l'unité meurtrie a été transmis au capitaine Willy Rohr. Il a réorganisé le détachement et l'a renforcé avec un peloton de mitrailleuses dédiées, une section de lance-flammes et des troupes armées et entraînées pour le combat rapproché brutal. Les armes qu'il portait étaient choisies ou modifiées pour être efficaces dans les espaces exigus des tranchées, comme les mitrailleuses légères et les lance-flammes, suivies d'un mélange de pistolets, de carabines, de grenades et d'outils pour le combat au corps à corps. L'unité réformée de Rohr est devenue le prototype des Stormtroopers à venir. Leur premier vrai test est venu lors d'un assaut planifié sur une position française dans les montagnes des Vosges, en octobre 1915. L'attaque était courte et chirurgicale. Au lieu des heures ou même des jours de bombardement habituels avant une attaque,
Cette fois, l'artillerie a pilonné le secteur ciblé pendant seulement quelques minutes avant de se lever. Alors que les derniers obus explosaient, les hommes de Rohr ont déferlé en petits groupes dispersés, utilisant les trous d'obus comme couverture. Ils ont lancé des grenades dans les baies de tranchées avant que les défenseurs ne puissent encore se regrouper, puis ont envahi leurs tranchées, causant panique et confusion totale. Les attaquants n'ont pas essayé de submerger chaque position sur leur chemin. Si un bunker ou un point fort fortifié s'avérait trop résistant, ils le contournaient entièrement, poussant plus profondément pour couper les communications et les lignes d'approvisionnement. Puis, une fois isolés, ces points forts pouvaient être traités plus tard par l'infanterie régulière venant sécuriser les positions et nettoyer ce qui restait des Stormtroopers. Ce jour-là, la position française a été prise rapidement avec moins de pertes qu'un assaut conventionnel n'en aurait coûté. C'était un aperçu d'un nouveau type de guerre qui promettait, du moins pour un temps, de briser l'impasse des tranchées. Mais c'était aussi extrêmement violent, dangereux et coûteux pour les Stormtroopers. Les meilleurs alliés des Stormtroopers étaient à la vitesse et le choc, et leur équipement le reflétait. Ils portèrent les carabines plus courtes et toutes les squads étaient organisées avec différents rôles et différentes armes. Les grenadiers se déplaçaient avec des sacs remplis de grenades à manches qui sont devenues l'arme signature de l'unité. Les grenades étaient idéales pour nettoyer les tranchées et ils les lancèrent dans les abris en passant ou dans les tranchées devant eux avant d'avancer. Le pistolet Luger à long canon avec une crosse d'épaule et un chargeur tambour de 32 cartouches était utilisé avant l'arrivée du Bergmann MP-18. C'était la première mitraillette qui donnait aux Stormtroopers une puissance de feu automatique compacte particulièrement efficace dans les combats de tranchées. Les Stormtroopers portaient également des couteaux de tranchée, des baïonnettes raccourcies ou des outils de terrassement modifiés pour le carnage du combat au corps à corps qui s'ensuivrait inévitablement une fois qu'ils sautèrent dedans. Un fusil était souvent trop long pour être utile, donc ces armes plus courtes et plus maniables leur permettaient de se battre efficacement dans des espaces confinés. Certaines escouades utilisaient des lance-flammes légers qui avaient un effet psychologique notoire, et les défenseurs abandonnaient souvent leur position, rien qu'en voyant le lance-flamme à proximité. Tout cet équipement était choisi avec un seul objectif, rendre l'escouade rapide, adaptable et mortelle au corps à corps. Les Stormtroopers s'entraînaient intensivement dans des systèmes de tranchées factices, pratiquant et se préparant au combat réel. Cependant, rien ne pouvait les préparer aux missions dans lesquelles ils allaient être jetés. Regardez juste ça. Un assaut conventionnel était généralement précédé d'un barrage d'artillerie prolongé. Cela ramollissait les positions défensives et dégageait les barbelés, mais cela faisait aussi que l'autre camp s'attendait et se préparait à l'attaque. Les assauts des Stormtroopers, en revanche, étaient complètement différents. Ils profitaient soit de la couverture du brouillard ou d'une nuit sans lune, ou encore plus terrifiant, utilisaient la tactique appelée artillerie rampante. C'était essentiellement un rideau mobile de tir d'artillerie qui avançait petit à petit devant eux selon un schéma préétabli. C'était une tactique incroyablement dangereuse et nécessitait une coordination parfaite avec une artillerie pas si précise, où un tir court pouvait vous tuer avant même que la mission ne commence. Mais c'était une tactique très efficace, du moins quand elle fonctionnait, parce qu'elle prenait les défenseurs complètement au dépourvu et donnait aux Stormtroopers l'opportunité d'exploiter ça. Même le gaz toxique était occasionnellement inclus dans le bombardement d'ouverture mélangé à des obus explosifs, donc les Stormtroopers avançaient et combattaient parfois avec des masques à gaz. Si ça ne montre pas à quel point leur travail était dangereux, je ne sais pas comment le dire autrement. Mais bientôt, ces missions allaient devenir plus ambitieuses et inclure plus d'hommes, résultant en certaines batailles horrifiques que vous allez entendre. Après être arrivés au front, les Stormtroopers étudiaient d'abord le terrain et les positions ennemies, apprenant les emplacements des obstacles de fil de fer et des points forts. Puis, une fois qu'ils avaient leur plan élaboré, ils se préparaient et se mettaient en action. Sous couvert d'obscurité, ils traversaient le No Man's Land en ordre lâche, camouflés et se déplaçant silencieusement. Le fil de fer était coupé silencieusement avec des outils spéciaux et des brèches étaient créées sans alerter les sentinelles. Du moins, ils essayaient de le faire silencieusement parce qu'un mauvais pas ou un éternuement pouvait faire tomber des fusées éclairantes d'artillerie qui illumineraient le No Man's Land. Et bon, alors votre mission était probablement terminée. Et beaucoup de missions se terminaient exactement comme ça, pour ne jamais être mentionnées afin de ne pas nuire au moral. Une fois à travers le fil de fer,
Toute sentinelle devait être éliminée rapidement et silencieusement avant que l'attaque principale ne se lance. Ils sautaient alors dans les tranchées ennemies et le chaos commençait. Grenades, coups de feu, cris au milieu de la nuit tout d'un coup et ils pressaient en avant pour sécuriser les positions clés. Chaque petit groupe agissait indépendamment selon le plan global. Et cette décentralisation du commandement leur permettait d'exploiter les opportunités dans le chaos de la bataille en temps réel. En 1917, ces tactiques montrèrent des résultats. Les Stormtroopers pouvaient percer dans des positions qui avaient résisté à des attaques beaucoup plus importantes. Et leurs raids sont devenus certains des épisodes les plus brutaux de la guerre. Ils étaient triés sur le volet parmi les volontaires les plus en forme et les plus agressifs, des hommes prêts à entreprendre les missions les plus dangereuses, et leur impact sur le champ de bataille était complètement disproportionné par rapport à leur nombre. Maintenant, s'il y a jamais eu un moment où les Stormtroopers se sont annoncés au monde, c'était en février 1916 à Verdun. Cette fois, ce n'était pas juste un autre petit raid dans la nuit. C'était une offensive à grande échelle et les troupes de choc de Willy Rohr étaient dans la toute première vague. Après un bombardement bref mais violent, alors que les derniers obus tombaient, les Stormtroopers émergeaient déjà de la fumée sur le No Man's Land. Les Français ont à peine eu le temps de sortir de leurs abris avant que les tranchées avancées ne soient débordées. Les Allemands ont contourné les points les plus forts, n'essayant même pas de les capturer, et se sont infiltrés plus profondément dans les positions françaises, coupant les communications et semant la confusion derrière les lignes. Dans les premiers jours de l'opération, un petit groupe de raid de seulement 19 officiers et 79 hommes a jeté son dévolu sur le fort de Douaumont, la plus grande forteresse des défenses de Verdun. Se glissant à couvert, ils ont découvert un passage non défendu par une tourelle de canon ouverte. Se glissant à l'intérieur, ils ont trouvé une petite garnison prise complètement par surprise, et sans un seul coup de feu tiré, les Allemands avaient pris l'une des fortifications les plus importantes de la France. La chute de Douaumont a choqué l'armée française. C'était un coup psychologique autant que stratégique. Verdun allait bien sûr se poursuivre pendant des mois dans un massacre horrifique, et les Français finiraient par reprendre le fort, mais les Stormtroopers avaient prouvé sans aucun doute que leur méthode pouvait obtenir des résultats autrefois considérés comme impossibles. Dès lors, les soldats alliés ne savaient jamais quand ou où ces troupes d'assaut pourraient soudainement apparaître, et cela avait un grand impact sur l'esprit des soldats. En 1917, l'approche Stormtrooper avait été adoptée dans toute l'armée allemande. Les commandants sélectionnaient les meilleurs combattants de chaque division pour former des sections d'assaut pour des assauts spéciaux, tandis que les vétérans de l'unité de Rohr entraînaient l'infanterie régulière aux nouvelles tactiques. Les Britanniques, ayant vu l'efficacité de ces méthodes, ont réorganisé leur peloton pour refléter le modèle allemand. Les Français étaient prudents et ne se sont jamais engagés dans des unités d'assaut à grande échelle, tandis que les Italiens avaient leur propre équivalent tristement célèbre, les Arditi. C'étaient des volontaires à la limite de la folie, choisissant souvent de se battre avec seulement des couteaux, dans des charges au corps à corps. Ils effrayaient à mort les troupes austro-hongroises qu'ils combattaient, mais subissaient des pertes catastrophiques dans leurs opérations. Il n'était pas rare que des unités entières d'Arditi partent en mission et que simplement personne ne revienne. Et puis est venue l'une des performances les plus dévastatrices des Stormtroopers, la bataille de Caporetto en octobre 1917. Les forces allemandes et austro-hongroises ont lancé une attaque surprise contre le front italien. Le plan a commencé par une frappe d'artillerie courte mais intense, incluant des obus à gaz et de la fumée pour aveugler et désorienter les défenseurs survivants. Puis, alors que les derniers obus tombaient, les Stormtroopers ont fait ce qu'ils faisaient le mieux. Ils se sont infiltrés au point faible, contournant les positions fortes et poussant profondément vers l'arrière. En quelques heures, tout le front s'est ouvert, et les Stormtroopers ont poussé sur une distance stupéfiante de 24 km en territoire italien. Le premier jour, la défense italienne s'est effondrée alors que la panique se transformait en reddition massive, avec 265 000 soldats italiens faits prisonniers. 10 000 autres ont été tués et 30 000 blessés dans cette courte action. Parmi les Stormtroopers se trouvait un jeune lieutenant allemand qui allait devenir célèbre des décennies plus tard, lors de la Seconde Guerre mondiale, Erwin Rommel. Avec seulement 5 hommes, le jeune Rommel a rencontré une force italienne beaucoup plus importante. Utilisant le bluff et le mouvement rapide pour créer l'impression d'une unité beaucoup plus grande, Rommel a convaincu environ 1500 soldats italiens de déposer les armes et de se rendre à lui. Et étonnamment, ça a marché.
Caporetto a été un tel désastre complet pour les Italiens que le mot lui-même est entré dans la langue italienne comme synonyme de débâcle total. Les Alliés, troublés par ce qu'ils venèrent de voir, ont commencé à travailler d'urgence sur des moyens de se défendre contre de telles attaques d'infiltration. Cependant, même cette victoire stupéfiante n'était pas le plus grand moment des Stormtroopers. Ça, croyez-le ou non, était encore à venir. C'était mars 1918, et avec la Russie hors de la guerre, l'Allemagne pouvait enfin tourner toute son attention vers le front de l'Ouest. Ce devait être leur dernier pari tout ou rien pour la victoire dans ce qui allait devenir connu comme l'offensive de printemps. Et elle commencerait par le premier et plus grand coup, l'opération Michael, lancée seulement 3 jours plus tard. L'attaque a commencé par l'un des bombardements les plus concentrés de toute la guerre. Plus de 6500 canons allemands et 3500 mortiers de tranchées ont tiré environ 3,5 millions d'obus en seulement 5 heures, incluant du gaz toxique. Sous couvert de brouillard, de fumée et de gaz, et protégés par un barrage rampant soigneusement chronométré, les unités de Stormtroopers avançaient en petits groupes dispersés. Les sentinelles britanniques qui ont survécu au barrage d'ouverture ne les ont même jamais vus venir. Ils se sont glissés à travers les zones d'avant-poste britanniques, contournant ou submergeant rapidement les positions faiblement occupées, puis ont poussé profondément vers l'arrière avant que les défenseurs ne puissent se regrouper, et de grandes étendues de la ligne britannique ont commencé à s'effondrer. La panique s'est répandue dans les unités débordées ou encerclées avec des Allemands apparaissant de toutes les directions. Des milliers de soldats britanniques ont été coupés et ont dû se rendre. Et à la tombée de la nuit, les Britanniques avaient été repoussés de plusieurs kilomètres. Pour la première fois en plus de 3 ans, l'impasse de la guerre des tranchées avait été brisée, et les troupes allemandes se tenaient maintenant dans des positions qui avaient été considérées comme presque imprenables. Cependant, le succès est venu à un coût horrifique, et la vraie bataille était en fait loin d'être terminée. Dans certaines zones, les forces allemandes ont avancé jusqu'à 64 km, capturant de vastes étendues de territoire, y compris des villes et des villages. Mais cette avancée rapide signifiait que les Stormtroopers et les unités de soutien ont rapidement dépassé leur ligne d'approvisionnement sur le terrain criblé de cratères et détruit. La nourriture, les munitions et les renforts avaient du mal à atteindre les troupes de front. Pour aggraver les choses, les objectifs stratégiques ultimes, les nœuds de transport et d'approvisionnement clés qui auraient apporté le coup de grâce aux Alliés, ne pouvaient pas être capturés. Et pendant tout ce temps, les Stormtroopers, de par la nature même de leur rôle, subissaient le pire des pertes. Ils étaient toujours tout à l'avant, dans une action continue pendant des jours d'affilée. Ceux qui n'étaient pas tués ou blessés étaient poussés au-delà des limites de l'épuisement, sans nourriture ni munitions pendant des jours. Contrairement aux opérations précédentes où les Stormtroopers perçaient une ligne puis étaient remplacés par l'infanterie régulière, ici ils continuaient d'avancer sans relève jusqu'à ce qu'ils soient simplement épuisés. Dans l'opération Michael seule, l'armée allemande a subi environ 240 000 pertes, et les unités de Stormtroopers ont subi les pertes les plus élevées de toutes. Certains bataillons ont été complètement anéantis avec tous leurs combattants expérimentés partis et aucun remplaçant équivalent pour combler les vides. Cela signifiait que les attaques de suivi manquaient du même impact parce que le fer de lance de l'assaut allemand avait été émoussé. En juillet 1918, l'offensive de printemps s'était enlisée et l'initiative est passée aux Alliés. Maintenant renforcés par des troupes américaines fraîches, ils ont contre-attaqué dans l'offensive des 100 jours, chassant les forces allemandes épuisées dans une retraite sans fin. Les Stormtroopers ont prouvé à quel point ils pouvaient être dévastatrices efficaces, mais à un coût si grand qu'ils sont devenus littéralement les victimes de leur propre succès. En novembre 1918, c'était terminé. La guerre s'est terminée et les quelques Stormtroopers qui avaient survécu ont été dissous dans la démobilisation massive. Ils sont retournés à la vie civile portant les souvenirs des horreurs qu'ils avaient vécues pour le reste de leur vie. Pourtant, l'idée n'a pas disparu. Le concept de petites équipes d'assaut autonomes hautement agressives infiltrant les défenses ennemies a continué à évoluer au fil des décennies. Nous les connaissons aujourd'hui sous des noms comme les équipes SEAL, le SAS et d'autres unités d'élite à travers le monde, étant les Raiders de tranchées high-tech modernes.